On est très heureux d'attaquer effectivement un sujet qui est très important, qui est le rôle de la finance pour répondre à l'urgence climatique. Dans ce contexte, on est heureux d'accueillir, et je suis heureux d'accueillir avec moi on stage, Pierre Abadie, co-manager of the Energy Transition Fund. Pierre, bonjour. Voilà. Bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de l'urgence climatique aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, l'urgence climatique, souvent, on entend parler habituellement d'un horizon 2100. On entend parler de 2 degrés. Il ne faut pas aller au-delà. On entend parler de neutralité carbone horizon 2050. C'est un raccourci de plein de choses, et notamment de plein de choses que nous disent les scientifiques. Ce qu'on en reprend, nous, en tant que financiers, c'est essayer le plus rapidement possible de réduire les émissions de CO2. Pourquoi ? Si on reprend en fait ce que nous dit le GIEC, qui est finalement ce groupe de scientifiques qui regarde un petit peu l'état de la science, et c'est de là qu'on part en fait, on n'a pas inventé notre propre théorie, il nous dit effectivement on veut rester sous les 2 degrés. Il ne nous dit pas on veut rester sous les 2 degrés parce qu'après il y a 2,5 et après il y a 3 et après il y a 3,5 comme on l'entend parfois. Il nous dit on veut rester sous les 2 degrés parce que déjà quand on a 2 degrés, il y a des changements d'état de la planète qui sont très grands. Mais au-delà de 2 degrés, il peut y avoir des changements d'état énormes dans lesquels en fait l'être humain ne peut plus vivre. On parle de fonte du permafrost, on parle de fonte du Groenland, etc. Statistiquement, ça augmente très fort. Donc en fait, il faut rester sous les 2 degrés. Ce qu'on a, on va dire, communément accepté, je pense tous maintenant, quand j'entends encore des climato-sceptiques, ça me hérisse les poils, mais je pense qu'on l'a tous accepté, c'est que l'être humain, au travers de son activité, utilise de l'énergie fossile, ça émet du CO2, et ce que nous disent les scientifiques, c'est que pour la première fois de tout temps, c'est ce CO2 qui réchauffe la planète. Ils savent assez précisément calculer la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre avant d'arriver aux 2 degrés. Au rythme actuel d'émissions de gaz à effet de serre, il y a 10 ans. C'est ça l'urgence climatique. En fait, ce qu'on nous dit, c'est pas atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, c'est pas ne pas dépasser les 2 degrés à horizon 2100. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, au rythme actuel d'émissions, dans 10 ans, on sera finalement dans ce que j'appelle le launching pad. C'est-à-dire dans 10 ans, rien n'est fini. Mais en réalité, on a fixé une trajectoire qui nous amène sous les 2 degrés ou au-delà des 2 degrés. Donc c'est maintenant à nous d'agir. Et en fait, on est certainement la dernière génération à pouvoir agir pour rester sous ces 2 degrés à terme et donc rester dans un monde qui est acceptable pour nous. En quoi la finance a-t-elle un rôle, justement, évidemment, prépondérant pour répondre à l'urgence climatique ? Tu co-diriges ce fonds chez Tikehau Capital. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus ? Oui, alors, et Tikehau, effectivement, on a un gestionnaire d'actifs. Qu'est-ce que c'est notre rôle ? On va revenir là-dessus. On collecte l'épargne mondiale, on la réinvestit dans l'économie réelle. Quel est le rôle de la finance là-dedans ? C'est un rôle pour la réponse à l'urgence climatique qui est en fait énormissime. On pense souvent en fait que c'est le changement d'habitude ou bien que c'est le changement de politique qui va faire les choses. La réalité, c'est que, comme on l'a dit auparavant, on a 10 ans pour agir. 10 ans, ça passe très très vite. Quand on parle en grande masse, l'épargne mondiale aujourd'hui, donc je ne suis pas en train de parler d'une nouvelle taxe, je ne suis pas en train de parler d'une nouvelle dette, je suis en train de parler du cumul de richesses des gens, c'est environ 80 000 milliards. Quand on regarde les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, donc ils regardent finalement combien il faut investir dans le système énergétique pour répondre à la demande énergétique, le cas qui ne prend pas en compte finalement la limitation climat à 2 degrés, on va dépenser 2200 milliards par an. Le cas qui prend en compte la limitation à 2 degrés, c'est 2500 milliards par an. Donc en fait, il y a un effort marginal d'investissement réalisé entre le cas non durable et le cas durable qui est sensiblement de 250 milliards d'euros par an. Les 10 prochaines années, c'est 2500 milliards d'euros. Donc c'est là qu'en fait, on s'aperçoit du rôle de la finance. 2500 milliards sur 80 000 milliards, c'est sensiblement 2%. Donc 2% de réallocation de l'épargne mondiale, c'est ce qu'il nous faut en fait en réalité pour répondre aux besoins d'investissement pour faire la transition énergétique. Donc le rôle de la finance, en fait, il est prépondérant, mais pour réussir à le faire, il faut bien réussir à réallouer les capitaux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une approche philanthropique. Tous ces capitaux, c'est souvent des fonds de pension, c'est souvent des gens qui ont placé leurs économies. Donc on ne peut pas leur dire vous allez avoir 0 de rendement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut réussir à être convaincant, il faut réussir à montrer qu'en fait c'est une dynamique qui est porteuse, qui va créer de la croissance et de la richesse. Et dès lors qu'on a fait ça, on parle de 2% de réallocation pour être capable de résoudre en réalité le problème du changement climatique de manière mondiale. On a 10 ans.
Alors effectivement, on a eu l'occasion pendant ces 2 jours d'aborder les enjeux de viabilité, puisqu'il y a beaucoup de projets à impact, mais malheureusement, ils sont parfois et souvent confrontés aux enjeux de viabilité et de création de valeur. Donc c'était, je trouve, important de partager ce point-là. Quelles sont les actions concrètes du coup que Tikehau Capital il contribue pour permettre la réduction, encourager la réduction des émissions de CO2? Alors, on parle de développement durable, souvent on parle d'impact, oui. On parle de SG. La secrétaire d'État, d'ailleurs, qui a fait l'ouverture de la conférence, a précisé qu'il fallait améliorer la définition de tous ces termes. Oui. Et d'arriver à les mesurer, d'avoir une mesure européenne pour pas être forcément en réception de la vision américaine ou de la vision asiatique. Oui, alors, il y a beaucoup de travail à faire dans la mesurabilité. Je dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. On parle d'impact, on parle de SG. Chez Tikehau, c'est pas la même chose. Le SG, c'est un process, en fait. C'est quelque chose qu'on met en place. Et en fait, je pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire que quelqu'un peut être contre le SG. C'est un positionnement qui serait bizarre. Le SG, c'est avoir des bonnes règles de gouvernance, c'est faire attention à son personnel, c'est de respecter son environnement. Dire que je vais pas faire ça, c'est quand même idiot. Structurer des gens qui vont avoir un process qui est solide pour l'améliorer, c'est important. Et on l'a vu au travers de la dernière crise, les entreprises qui étaient le plus en avance dans leur process ESG sont celles qui ont le mieux résisté. Tout simplement parce que c'est de la bonne gestion d'entreprise. Il n'y a pas d'autre solution. L'impact, c'est très différent. L'impact, ça vient finalement à la base d'une intention. Je vais choisir les choses sur lesquelles j'ai envie d'avoir un impact. Typiquement, chez Tikehau, on a choisi en 2018 de prendre l'urgence climatique comme étant un sujet important. On a dit on va réallouer l'épargne mondiale directement en fonds propres des entreprises qui transforment, on va dire, notre système et qui réduisent les émissions de CO2. C'est ça la logique. Pour le lancer, le fonds, parce qu'évidemment, quand on a une idée comme ça, c'est toujours compliqué. En fait, il faut avoir une certaine forme de conviction, il faut avoir un alignement. Donc on a pris 100 millions de notre bilan, on l'a mis dans le fonds, on a lancé le fonds. Ensuite, une fois qu'on avait mis 100 millions, qu'on avait une équipe, qu'on l'a dédiée, on commence à être crédible. Donc on peut aller voir d'autres investisseurs. On leur dit, regardez, on a une équipe crédible, on s'est nous-mêmes alignés, on a mis notre propre argent, on pense que c'est quelque chose qui a fonctionné. On lève de plus en plus de fonds. Donc à la fin de 2019, on arrive à 500 millions. Aujourd'hui, on continue à lever. Et le Covid, j'irai accélérer la levée. Donc on va arriver avec un fonds de taille très substantielle. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On investit directement en fonds propres, habituellement en augmentation de capital dans les entreprises qui sont transformatives pour le reste. Pour parler de manière très pratique, on a investi dans 6 entreprises, un peu plus de 400 millions d'euros. On peut les nommer? Oui, c'est des PME européennes. Donc on a Grignello qui est français, on a Groupe Rougnon qui est français, on a Amarenco qu'on a réalisé dernièrement, on a Eurogroup en Italie, on a Enso en Espagne, on a Crowley Carbone en Irlande. Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, Grignello, c'est une société qui fait du solaire distribué pour les magasins, donc sur les toits de supermarchés. Produit de l'énergie propre pour les supermarchés. Il fait aussi de l'économie d'énergie au travers de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique des magasins? C'est mettre, par exemple, des portes de frigidaire sur les frigidaires qu'on voit ouverts. Quand on fait ces choses-là, en fait, on résout ce que j'appelle, moi, les problèmes bêtes. Sauf qu'on le massifie. Grignello, c'est une augmentation de capital de 150 millions d'euros. Donc en fait, c'est des centaines de kilomètres de portes de frigidaire qu'on installe en France. L'économie de CO2 qui est réalisée par ces portes de frigo, par exemple en 2019, c'est 600 000 tonnes. 600 000 tonnes, c'est sensiblement les émissions de CO2 de la consommation électrique de la ville de Paris. Voilà. Groupe Rougnon, ils font de la rénovation thermique du bâtiment. Je rappelle, le bâtiment en France, c'est 20% des émissions de CO2, c'est 46% en Ile-de-France. C'est le Conseil au climat. Donc, quand on a fait le groupe Rougnon, les gens nous disaient, mais pourquoi vous faites ça? La transition énergétique, c'est des panneaux solaires, c'est des batteries, c'est l'hydrogène. Non, ça, c'est le futur. La transition énergétique, aujourd'hui, c'est regarder l'existant, résoudre les problèmes existants. Et groupe Rougnon, en fait, ils ont une opération qui réalise de rénovation dans le bâtiment à Paris et sa région tous les 25 ans, qui est une opération patrimoniale de maintien du bâtiment. Si on n'utilise pas cette opportunité pour changer la chaudière, pour mettre de l'isolant sous toit, même quand c'est en espagnol, en respectant l'aspect, en fait, c'est les prochaines 25 années qu'on va attendre avant de faire cette opération. La groupe Rougnon, l'an dernier, avec ses rénovations de bâtiments, ils économisent aussi 200 000 tonnes de CO2. C'est 200 000 allers-retours Paris-New York. C'est de ça qu'on parle. Donc en massifiant, ce qu'on fait, c'est extrêmement simple. On collecte l'épargne, on l'investit dans un nombre limité de sociétés, mais on l'investit assez massivement pour résoudre des problèmes qui sont en réalité à la fois un petit peu bêtes, mais c'est un Pareto en fait géant. Quand on fait ça, on a un impact qui est énormissime. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour ces échanges et d'avoir partagé une vision justement d'un fonds à impact.